Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut à tous, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Van Damme Express. Aujourd'hui, épisode 35, épisode spécial, j'ai regardé un classique de Van Damme, il s'agit de Cyborg, sorti en 1989. On est après Bloodsport, la Canon propose à Jean-Claude pour le remercier de ce sauvetage, parce on rappelle qu'il a sauvé le montage et qu'il a transformé ce film en un succès, qui lui propose soit la suite de Delta Force, soit la suite de American Ninja, ou alors un nouveau film, Cyborg. Jean-Claude va opter pour ce troisième film, pour faire un film original. Alors c'est un film qui sort un petit peu de nulle part, étant donné que la Canon devait initialement faire un film Les Maîtres de l'Univers, et également un film Spider-Man. Oui, la Canon avait quelques licences Marvel à l'époque. Mais ces deux films tombent à l'eau. Albert Pyun, qui est le réalisateur, qui est dans le giron de la Canon à ce moment-là, va concocter un script donc en quelques jours pour réutiliser les investissements qui ont été faits, les 2 millions de dollars qui avaient été injectés pour notamment les décors, les costumes, qui vont être réutilisés pour ce script de Cyborg. Script original, Chuck Norris est initialement associé au projet, puis finalement ça sera, comme je l'ai raconté, c'est Jean-Claude qui va choisir de faire finalement ce film. Chuck fera la suite, bien sûr, de Delta Force, réalisé par son frangin. Alors, il faut parler d'Albert Pyun, c'est un réalisateur de série B qui a fait énormément de films, 50 films en 40 ans, et on en parle particulièrement aujourd'hui avec un peu d'émotion, puisqu'il est décédé il y a quelques jours, donc le 26 novembre 2022, il est décédé à l'âge de 69 ans, d'une longue maladie. Apparemment, les dernières années de sa vie n'étaient pas forcément très, très heureuses. Mais voilà, un réalisateur donc d'origine hawaïenne qui a travaillé principalement sur des petits budgets, qui était très apprécié des studios, notamment parce qu'il était capable, il avait une capacité de production hallucinante. On dit de lui, donc là c'est le moment où on déroule la légende, Albert Pyun qui était capable de tourner 115 plans, 15 pages de scénario par jour. Qui avait quand même une vraie vision. Quand on voit ses films, il n'y a jamais des moyens, il n'a jamais tourné sur un film très très important avec un gros budget, et il n'a jamais eu d'énormes succès. Cyborg, c'est un de ses plus grands succès, mais il avait des idées, notamment dans la mise en scène, dans un petit peu de technique, sa fameuse caméra propulsée. Voilà, alors il a été connu en 82, il a encore remporté un premier succès qui va te faire décoller sa carrière, L'Épée Sauvage, The Sword and Sorcerer en anglais, et puis on va citer quelques films qui lui sont assez personnels si vous voulez creuser. Alors il y a Nemesis, la saga Nemesis, c'est un peu sa saga à lui. Moi je mettrais, j'en ai pas vu les caisses, mais je mettrais les deux films avec Christophe Lambert, Mean Guns et Adrenaline, qui sont plutôt sympas. Ah oui, je parle de Christophe Lambert, mais il a beaucoup tourné avec des stars sur le déclin, qui tournaient sur des séries B faute de mieux. Christophe Lambert qui va parler de ces deux projets avec beaucoup d'affection dans les interviews qu'on a eues, c'est un bon souvenir pour lui. Et également, dans sa filmo, on note aussi Captain America 90, qui est pas bon du tout, mais c'est pour dire que voilà, c'était la Canon avait ce genre de licence avant que ça devienne une poule aux œufs d'or dans les années, à partir de la fin des années 90, 2000, 2010. Alors, Cyborg, c'est quoi le scénario ? C'est un film post-apocalyptique. On est dans un futur lointain. On est à New York, dévasté. Il y a une bande de pirates qui est dirigée par Fender, qui répand le massacre, la haine autour de lui. Ce fut d'abord l'effondrement de la civilisation. Anarchie, génocide, famine. Alors que nous pensions qu'il ne pouvait plus rien nous arriver de pire, la peste fit son apparition. La mort omniprésente répandait son venin sur toute la surface de la Terre. Puis, on entendit dire que les derniers savants cherchaient un moyen de vaincre l'épidémie et de reconstruire le monde. Le reconstruire ? Pourquoi ? J'aime la mort. J'aime la misère. C'est ce monde que j'aime ! On nous explique le scénario assez rapidement, il y a une peste qui est en plus de ça qui ravage l'humanité, mais on a trouvé une solution, un antidote, et c'est une femme qui s'est portée volontaire pour être transformée en cyborg, pouvoir aller récupérer avec ses capacités informatiques et de survie cet antidote en New York, et qui lui doit maintenant être exfiltré et rejoindre Atlanta
pour sauver l'humanité. Alors bien sûr, de son côté, Fender n'est pas d'accord et va essayer de profiter de ce canal pour atteindre Atlanta et puis devenir un petit peu le dieu du monde. Tout de suite, on est dans l'action avec ce duo, donc un passeur qui protège une femme et qui va se sacrifier pour elle, donc il va se faire tuer assez vite par Fender. On se rend compte de la cruauté et la barbarie du gars. Voilà, on voit des décors complètement détruits dans les flammes, des décors très urbains, avec des gens qui sont crucifiés nus dans les rues. Fender va capturer cette cyborg qui s'appelle Pearl Prophet, qui est un peu déshumanisée dans le sens où elle prend des décisions contre toute émotion. Elle va décider notamment de suivre Fender parce qu'elle pense qu'elle a plus de chances avec lui d'atteindre Atlanta plutôt que de suivre Gibson. Je n'ai pas encore parlé de Gibson, c'est le rôle que joue Jean-Claude Van Damme dans le film Gibson Rickenbacker. Alors bien sûr, on fait le lien avec Mel Gibson dans Mad Max. Le film ressemble pas mal à Mad Max visuellement et dans le traitement des trucs post-apocalyptiques, des thèmes. Il s'appelle Gibson Rickenbacker, comme Mel Gibson s'appelait Max Rockastanky dans la saga de George Miller. Donc il joue un passeur, Gibson Rickenbacker. Un passeur, c'est quelqu'un qui aide ses congénères à sortir de New York. Alors il se fait payer, il se fait payer grassement. Il va tomber sur ce cyborg, il va pas trop s'en intéresser. Lui aussi, Gibson, il a un peu perdu d'humanité, mais il va tomber sur une humaine qui est jouée par Deborah Richter, qui va donc l'aider à reprendre foi. Elle va le pousser à aller sauver cette cyborg et l'humanité. Le film est une poursuite comme ça, assez linéaire, où Gibson et Nady vont poursuivre Fender et ses sbires. Au départ, Fender massacre un village de pêcheurs pour récupérer un bateau, aller plus vite, mais Gibson les rattrape. Donc il y a toute cette course-poursuite. Le film est entrecoupé de flashbacks, alors qu'il explique plusieurs choses, notamment le passé de Gibson. Il a un lien fort avec Fender qui a massacré les siens, en fait, d'une façon assez ignoble. Ça explique aussi comment Fender est entouré. En fait, il crée les personnes qui sont autour de lui en les soumettant à des tortures, en les faisant massacrer des gens. Et il y a cette histoire de cette fille, une blonde qu'on retrouve dans les flashbacks et qu'on retrouve dans l'équipe de Gibson, qui a un rôle particulier dans le film. Voilà, donc des flashbacks et aussi donc des flashbacks sur l'origine du cyborg, qui est joué par Dale Haddon, donc cette Pearl Prophet qui a donc en elle le moyen de sauver l'humanité, qui doit être protégée. Donc c'est ces flashbacks qui vont éclaircir, donner pas mal de contexte au film. Sinon, on est dans un film d'action avec beaucoup de scènes de combat, mais également beaucoup de scènes un peu de parcours de ces décors, des scènes de dialogue, des scènes un peu oniriques où on sent tout le côté désespéré de ce contexte, de ce futur apocalyptique. Ça, c'est un thème, je pense que c'est quelque chose qu'on doit largement à Albert Pyun. Dans ce film, il y a une vraie vision d'artiste, alors très années 80, mais je pense qu'il est temps de tourner une page et de parler des notes après ce petit extrait. Nous vous avons choisi parmi nos confrères pour votre forte personnalité et surtout pour vos compétences en informatique. Vous avez le profil idéal pour cette mission. Mais cela dit, avant de vous décider, j'espère que vous avez réfléchi à l'importance et à la gravité de l'expérience. J'ai pesé toutes les conséquences. Je sais très bien ce à quoi je mets. Après cette opération, vous devez savoir que vous ne serez plus jamais la même. La peste a détruit tout ce que nous aimions. Elle a détruit l'humanité. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'espoir. Alors il faut faire quelque chose. Arrêtez-la. Laisse-la partir. À Atlanta. Elle a un remède pour guérir la peste. Laisse-la s'en aller. Je veux ce remède. Pourquoi faire? J'aurai la puissance d'un dieu. On pourra vaincre la misère avec ce remède. La misère, j'aime la misère. On va pouvoir changer le monde. J'aime ce monde. Ah, au diable. Pauvre connard. Je suis le diable. Je n'ai pas l'intention de vous suivre. Vous n'êtes pas assez fort pour m'escorter. Avec Fender, on n'a aucune chance. Il me tuerait peut-être. Il vous tuerait sûrement. Il faut l'anéantir, ainsi que ses hommes. À Atlanta, nous avons les moyens de le faire. Je suis en train de le conduire vers la mort. Nul ici ne peut l'arrêter. Pas même vous.
Alors, note artistique, j'étais bien emmerdé parce que c'est un film qui est un peu fauché, qui a pas beaucoup de moyens, mais il y a une vraie vision artistique. Il y a une dizaine de plans qui me reviennent en tête, qui sont très soignés, avec une lumière très belle. Je pense à cette photographie donc, dans tout le final avec cette pluie diluvienne, c'est très réussi. Il y a ces passages dans les égouts aussi qui est plutôt chouette. Les décors sont bien, on y croit, on est dedans, c'est désespéré, c'est... Il y a une histoire hein, autour de la post-production de ce film, puisque initialement donc Albert Pyun voulait faire un opéra rock muet en noir et blanc avec du heavy metal. Alors il n'y a toujours pas beaucoup de dialogue, mais ça c'était le plan initial, avec un premier montage qui a été complètement rejeté par la production. Il est revenu en deuxième montage en ajoutant des voix off. Rejet également, donc toujours pas de dialogue mais des voix off. Pyun va être écarté du montage et donc on va attendre le retour du tournage de Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme et Sheldon Lettich qui vont remonter totalement Cyborg le film, et donc la Canon va adorer ce montage. Donc initialement on devait avoir une ambiance ténébreuse avec une surreprésentation des symboles de Satan, du Christ. Ouais, la version de Van Damme et de Sheldon Lettich, elle est beaucoup plus orientée action, avec un montage dynamique sur les scènes de combat. On reconnaît un peu la touche, si vous avez vu Kickboxer, Bloodsport, au niveau du montage combat, on a des choses très conjointes. On a l'ajout de la scène du massacre des pêcheurs, qui n'était pas dans la version initiale, mais qui ajoute aussi dans l'ambiance ténébreuse et dans la couleur vraiment désespérée. Et on a cette narration autour du flashback traumatique qui est ajouté, le flashback traumatique de Jean-Claude Van Damme, qui est ajouté et qui donne aussi pas mal de profondeur au film. À la place du heavy metal, on a une musique assez synthétique qui est composée par Kevin Bassinson. Donc Kevin Bassinson, pas grand chose, beaucoup d'assistance à la production musicale sur beaucoup de films. Mais on note notamment, il a bossé sur Polystory et Rocky Horror Picture Show, dans les grands films en fait, sur lesquels il aurait pu bosser. Je trouve pas que ça soit une grosse réussite. Le son, pour moi, c'est très problématique sur ce film. Il y a la musique qui est vraiment un peu pénible, qui rajoute au côté lancinant, un peu 80, baba cool. Ça rend pas le film très agréable, cette musique synthétique qui rajoute encore plus à la lourdeur de l'ambiance. Il y a également le son. Alors, tous les effets sonores, pour moi, c'est très raté. Les flingues sont assez chouettes, mais ils font des bruits de pistolet laser quand on entend pas des ch'toing, des bruits d'élastique qui... C'est pas terrible. Et alors les bruits de combat, je vais vous mettre un petit montage parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Il doit y avoir 2 bruits de coups portés. Là, si vous vous souvenez des parodies des Inconnus avec Van Damme ou Stallone, c'est exactement ça. Peut-être même qu'ils ont repris les bruitages de ce film. Ça tombe dans le ridicule. Quant à la toute fin du film, qui se veut vraiment apocalyptique, sous un orage, une pluie diluvienne, et on a 10 minutes de combat avec des cris, des hurlements et des gens qui se tapent dessus en hurlant pour se faire peur. Attends, je suis là. Voilà, pour moi c'était un petit peu trop, mais artistiquement, pas défoncer le film trop non plus, parce qu'il y a une vision, il y a un truc, il y a un cachet. Après c'est un film vraiment marqué années 80 dans le mauvais sens du terme pour moi. Pour moi je le mettrais c'est un peu mieux que Mad Max le premier, qui n'a plus grand chose pour lui, parce qu'il a été surpassé en fait en tout point par le 2 et par Fury Road. Non, là on compare même plus. Mad Max 2 c'est 10 fois mieux que Cyborg. Cyborg ça se défend quand même pour un film de fin des années 80, qui a quand même 2-3 trucs à dire. Je pense que la vision de base d'Albert Pyun était vraiment intéressante, mais le film qu'en a fait Van Damme est peut-être même plus efficace et traverse peut-être mieux l'épreuve du temps. Un petit mot sur le chef opérateur Philip Allen Waiters, qui a fait beaucoup de travail notamment sur les ralentis, les coupages cut, et qui a il y a un passage très intéressant, très bizarre si on prend du recul sur le film,
pendant la course-poursuite, c'est le fait qu'on passe d'une espèce d'usine, une scène sous un pont très industriel. Les héros vont passer par une trappe une trappe dans le sol pour aller dans les égouts, et vont être poursuivis par les méchants. Et à la sortie de ces égouts, on va arriver dans un marécage. Alors la cohérence de ceci, ça pourrait ne pas marcher du tout, mais rien qu'avec le travail sur les lumières, sur les lentilles, en fait, si on réfléchit pas, ça passe totalement, et il y a une certaine maestria dans cette espèce d'enchaînement qui est un peu hallucinant. On est comme dans un mauvais rêve, de toute façon, donc ça se poursuit avec cette espèce de parcours dans ces décors complètement déshumanisés, vidés de toute substance. Voilà, 5,5, note artistique. Donc 5,5, c'est pas ignoble, mais c'est pas un film très agréable à regarder, qui a une vision, quelque chose d'intéressant. 5,5, c'est un peu mieux que Full Contact, que Bloodsport. Voilà, c'est quand même moins bien, beaucoup moins bien que Risk Maximum et compagnie. Et en bagarre, j'ai mis aussi 5,5, c'est un peu dur, mais c'est des combats qui sont quand même moins intéressants. Il y a du vrai karaté, il y a des coups portés, il y a des choses sympas, mais c'est quand même moins bien que Cavale sans issue. Je pouvais pas mettre mieux que Légionnaire même. C'est moins bien mis en scène, moins bien que Time Cop. Time Cop à 6, on est sous Time Cop clairement. Mais quand même, c'est un film au niveau bagarre qui est satisfaisant, avec un final correct, vraiment très, très correct, surtout au niveau de l'image. Voilà, ça nous fait un total de 5,5. 5,5, ça nous place à la 22e place. On est dans les films totalement ok. Donc je l'ai mis sous Jusqu'à la mort ou Cavale sans issue. Bon, c'est moins bien que Jusqu'à la mort. Et je l'ai mis au-dessus de Assassination Games, The Order, ou le premier Universal Soldier. Je trouve plus de qualité que le premier Universal Soldier. Je n'ai pas parlé de la prestation de Jean-Claude Van Damme. Alors il est tout jeune, il a une tête de jeunos, ça fait plaisir à voir. Il est beau gosse comme jamais, et puis il en fait un peu moins que dans Bloodsport. Il a un rôle un peu moins manichéen que ce qu'il fait d'habitude, où il est désabusé, expérimenté dans cet environnement super hostile. Et il fait du karaté comme il sait faire au top de sa forme. Donc il y a même droit à un grand écart facial, et puis ces fameux high kicks et Uramawashi dont il nous régale dans ce genre de métrage. Donc c'est plutôt cool. Dans un film qui va avoir un gros succès. J'en ai pas parlé, mais c'est un gros succès au box-office. 4e film le plus rentable des États-Unis quand il sort à la fin de son exploitation. Voilà pour Cyborg. 89, la saga Cyborg aura 2 suites, en 93 et en 94. Alors elles ont pas bonne réputation, je les ai pas vues, pas prévu de les voir, mais il y a un truc rigolo, c'est que Cyborg 2, c'est le premier film de la carrière adulte de Angelina Jolie. Comme quoi ces prods arrivent quand même parfois à faire des castings assez intéressants. Je regarde ma liste, il nous reste une quinzaine de films à regarder, peut-être qu'il y en aura d'autres entre-temps, on attend Darkness of a Man, 2023 peut-être. Je vous donne rendez-vous pour ma part dans 15 jours pour un film un peu plus récent, des années 2000, avec un réalisateur qu'on a déjà vu. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Jean-Claude Van Damme. Salut. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.